Excellence, Messieurs les Présidents, en qualité de la servante de l'Éternel, je voudrais vous rappeler, Messieurs les Présidents, je suis un peu désolé pour m'avoir parce que oh, Nogo. Ah, s'il te plaît. C'est vous là. J'avais tenu à vous rencontrer. C'est dommage, malheureusement la salle ne peut pas contenir tout le monde. J'ai appris qu'on a dû refuser du monde. Ce n'est pas grave. C'était quelque chose d'assez rapide. Donc la prochaine fois on essaiera. Donc je tenais à vous voir, évidemment, parce que comme en 2018, avant d'aller à la bataille, je suis parti d'ici et j'ai reçu votre bénédiction. Et j'avais ramené la victoire. De l'année 2023, je pars d'ici et j'espère avec votre bénédiction mes très chers compatriotes, comme vous le savez, comme je l'ai dit, il va y avoir une grande bataille électorale. Ce n'est plus un secret, mais je l'annoncerai officiellement lorsque je serai à Kinshasa, par hommage d'abord à notre peuple et priorité à notre peuple, dont la majorité se trouve au Congo, donc je l'annoncerai officiellement là-bas, mais bon, vous savez, que ce soit par votre volonté et que ce soit par ma propre volonté par rapport à ce que cette confiance, je vais la demander parce que je crois que le soutien, avec le soutien de nos compatriotes, et évidemment le soutien de Dieu, nous allons réussir à sortir notre pays du gouffre. Depuis de nombreuses années. À commencer déjà par la situation sécuritaire. Vous savez que c'est depuis 1994 que la République du Zaïre, à l'époque devenue ensuite la République démocratique du Congo, tire le diable par la queue. Parce que nous avons eu le malheur d'ouvrir à nos frères voisins qui subissaient les affres du génocide. Et depuis lors, les malheurs se sont invités dans notre pays. Nous n'avons cessé de compter nos morts. Dans l'indifférence la plus totale, que grâce à la diplomatie efficace, volontariste et surtout intelligente que nous avons menée,
je suis vraiment en mesure de vous dire que la situation est en train de changer en notre faveur. Que ce n'est plus qu'une question de moi. Suivez ça avec moi et vous me donnerez raison. Je ne vais pas en dire plus à ce stade, mais je suis convaincu de ce que je dis et ce que je fais. Cette situation de nos malheurs, dans quelques mois, elle sera derrière nous et dans nos mauvaises. Et donc, cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus, avec la complicité de certains des nôtres, ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était à Mbujimayi, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser ceux qui vont mettre en péril la stabilité et la sécurité de notre pays. Et je vais le faire sans regret, sans remords. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à bien se préparer. Ensuite, ce qui m'a animé, la volonté qui m'a déterminé à redemander votre confiance, c'est le travail que nous avons commencé à faire aussi. Parce que, comme vous le savez, notre pays est vraiment bien trouvé. Au niveau économique et social, vous savez, les salaires dérisoires, nous avons commencé à les élever, bien que, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail là-dedans, mais nous sommes passés en tout cas du simple au triple dans certaines catégories, comme celle des enseignants, voire au quadruple dans d'autres, comme avec les fonctionnaires. Nous avons aussi augmenté les salaires, la solde de nos militaires. De ce côté-là, nous avons même amélioré certaines de leurs conditions. Faire un travail qui demande à continuer à être parachevé. Sur le plan social, nous avons, comme vous le savez, pris cette décision. Je me souviens en 2019, lorsque je l'avais décrété, nous étions encore dans cette fameuse coalition FCC-Cash. Nos amis du FCC nous disaient, c'est de la folie, vous n'y arriverez jamais, la gratuité de l'enseignement. Vous vous souvenez? Eh bien aujourd'hui, c'est une réalité. Et elle a eu pour conséquence de ramener près de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire, principalement des jeunes filles qui avaient été laissées à l'abandon, condamnées à ne jamais être scolarisées et à être mariées peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans. Grâce à cela, maintenant, elles peuvent aller à l'école. Mais comme je l'ai dit, le combat continue, parce que cette mesure
nous a mis en difficulté par rapport à son succès. Nous sommes obligés de multiplier les infrastructures scolaires, ce que nous avons commencé à faire à travers le programme de développement local, celui dit des 145 territoires. Un programme qui consiste en réalité à développer notre pays à partir de la base. Parce que vous devez sûrement l'avoir entendu, nos milieux ruraux sont en train de se dépeupler, alors que jadis, c'était des milieux qui fournissaient les centres urbains, et les gens étaient fiers de rester dans leur territoire, dans leur village. Moi, je me souviens, en 1983, de 83-84, à l'époque du régime du maréchal Mobutu, nous avions été contraints, parents et enfants, à être relégués au village. Nous sommes restés quasiment une année scolaire parce qu'on ne pouvait pas aller à l'école, on nous avait interdit de choses, mais nous vivions heureux. Malgré cette difficulté, il y avait à manger à gogo, il n'y avait pas de famine dans nos villages. Il y avait vraiment de l'abondance. Et nous voyons les mamans qui étaient organisées chaque semaine, elles allaient à Mbujimaï avec les produits agricoles, les vendre sur les marchés de Mbujimaï, donc inonder les centres urbains et ramener des produits que l'on ne trouve pas dans les villages et qu'on fabrique ailleurs au village. Donc c'était vraiment un commerce qui nourrissait tout le monde, que ce soit dans les centres urbains comme dans les villages. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Les jeunes sont partis par désespoir dans les centres urbains et là-bas, face au chômage, au banditisme, que sais-je encore, beaucoup d'entre eux ont choisi d'aller à l'étranger ou dans les mines, risquer leur vie, alors qu'ils pouvaient avoir un autre destin, parce qu'ils avaient étudié, ils pouvaient servir leur communauté. C'est pour ça que ce programme va beaucoup nous aider, d'abord à garder nos populations dans les milieux où elles vivent, à développer ces milieux et peut-être même à faire revenir ceux qui étaient partis vers les centres urbains, qui n'ont plus rien à faire là-bas, et qui peuvent amener leur expertise, leur expérience dans ces centres urbains. Et donc, nous allons développer les 145 territoires en y fabriquant des infrastructures scolaires, sanitaires, d'abord en mettant aussi l'administration, parce que bientôt vous allez voir, on va commencer l'identification de la population. Il faut que dans tous les lieux de la République, il y ait des administrations pour désormais gérer les Congolais, savoir à combien nous sommes finalement. Exactement. Et voilà comment nous allons petit à petit aller vers le développement de notre pays. On va commencer à la base, tout le monde va s'y mettre et nous allons petit à petit comme ça créer de la richesse, des moyens. On va relier notre pays parce qu'il y a un programme de construction de routes de dessert agricole, mais aussi de routes pour évacuer les denrées. Il y a un programme d'attribuer une brigade agricole et une brigade routière à chaque territoire pour favoriser justement ces productions et entretenir les routes. Et aussi, enfin, adduction d'eau et de l'électricité, parce que sans cela, on ne peut pas espérer au développement. On va le faire comme ça dans 145 territoires. Il y a un engouement formidable. J'ai été vraiment touché d'apprendre que dans d'autres de nos territoires, ils n'ont jamais vu ça. C'est la première fois. Quand vous regardez les centres de santé qu'il y avait là-bas et ce qu'on fait maintenant, c'est impressionnant. Ça demande à continuer, nous allons continuer et je vais commencer une première itinérance. Là, à mon retour déjà, la semaine prochaine, je vais commencer à aller voir là où ça a marché, là où ça traîne encore pour essayer de booster, comme j'avais fait pour la petite histoire il y a quelques mois pour la francophonie. Je me suis mis derrière tous ces... Merci, Béton. Il faut qu'on soit encore
pour faire avancer. On ne va pas renoncer à cela. Alors, il y a aussi, depuis peu, c'était encore un de mes vœux, le déclenchement de la couverture santé universelle. Donc, comme ici, nous avons vécu ici en Belgique, vous savez, avec la mutuelle. En Belgique, qu'on ait de l'argent ou pas, quand on est malade, on est soigné. C'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce pays, qui n'a pas de minerais, hein, qui ne produit pas de cuivre, de cobalt, qui n'a pas près de 100 millions d'habitants, mais qui le fait. Donc ça veut dire que pour nous, c'est possible. Il suffit simplement de commencer et d'y croire. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons privilégié la catégorie mère-enfant, parce que c'est la plus vulnérable, c'est là qu'on trouve le plus grand taux de mortalité dans notre population, en déclenchant le processus d'accouchement gratuit. Mais en fait, ces consultations prénatales d'abord, accompagnement de la maman pendant l'accouchement et après encore pendant un mois. Et on en profite aussi pour donner des consultations de planning familial, parce qu'en même temps, il faut éduquer la femme à ne pas... Petit à petit, nous passerons à d'autres provinces. Je crois que c'est d'ici un mois maintenant que nous allons élargir à 13 provinces et puis finalement, d'ici la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine, il y aura tout. La mesure s'appliquera sur tout l'ensemble du territoire national. Donc nous allons pouvoir aller de l'avant. Et au-delà de ça, on verra dans d'autres pathologies ou d'autres catégories aussi comment nous allons généraliser cette mesure. Merci Béton. Le but est de soigner tous les Congolais de la même manière, qui est égalité, accès à tous et à toutes. Il y a aussi une autre difficulté que nous avons trouvée en arrivant, c'est-à-dire cette situation qui consistait à voir toutes les richesses minières prendre des destinations inconnues, enrichir ceux qui les exploitaient et nous laisser toujours dans notre situation de pauvreté. Lorsque je suis arrivé aux affaires, c'était la situation que j'ai trouvée. Malheureusement, pendant 2 ans, nous avons passé notre temps avec nos amis du FCC à patauger, parce qu'ils ne voulaient pas que ce qu'on prenait comme décision soit salvateur pour le pays, et donc il fallait que nous échouons. Et bon, c'est ce qui a amené d'ailleurs au divorce. Et lorsque nous sommes restés seuls, on a pu avoir des coudées franches et la possibilité donc d'étaler, de déployer notre politique qui donne vraiment aujourd'hui des résultats. Nous avons commencé donc par la révision de tout ce qui avait été fait, signé comme contrat. Le plus important, comme vous le savez, c'est avec des... C'était dur, mais on s'est battu, on les a amenés finalement à comprendre que ce qui se passait avant, ça n'a plus lieu d'être. Maintenant, on doit tourner la page et commencer une autre sorte de partenariat avec eux. Le message est très bien passé. Une des firmes les plus importantes, un des plus gros investisseurs, le TFM, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui a accepté de rendre à la République près de 2 milliards 300 millions. Du côté de
Ecomine, l'autre c'est la fameuse entreprise des contrats chinois, qui symbolise les contrats chinois. Les discussions vont bon train, on va très bientôt atterrir, et ce qui est déjà gagné, c'est qu'ils vont augmenter leurs investissements à 6 milliards de dollars. Donc ça signifie que nous sommes dans le bon et que tout le monde accepte de rediscuter tout cela en partenaire pour que finalement cette coopération avec eux soit gagnant-gagnant. La bonne nouvelle aussi, c'est que nos amis américains montrent de plus en plus d'intérêt dans ce domaine, déjà des mines, et dans d'autres domaines aussi, donc de retour en République démocratique du Congo. Ça aura pour effet d'abord de multiplier nos partenaires, de diversifier ceux-ci, et surtout de sécuriser notre pays parce qu'ils auront leurs investissements chez nous et ils auront intérêt à ce que la stabilité et la sécurité règnent dans notre pays. Donc nous sommes sur la bonne voie là-dessus et je crois que dans les mois qui viennent, nous aurons à en parler. Les Américains sont très enthousiastes. J'ai rencontré quelques responsables à New York qui m'ont répété encore leur désir d'être aux côtés des Congolais dans cette compétitivité, jouer franc jeu avec tout le monde et pour le bien de nos populations respectives. Donc, de ce côté-là, c'est le Congo qui en sortira gagnant parce que ma vision a toujours été celle de dire nous voulons des partenariats, mais des partenariats qui nous satisfassent tous, qui soient gagnants-gagnants. Donc voilà, mais vous voyez que vous comprenez que pour que tout ça puisse marcher comme il se doit, nous devons avoir un pays qui soit capable de se prendre en charge par rapport à sa propre sécurité. Parce que la raison principale de nos malheurs, ce sont nos richesses. Voilà pourquoi d'ailleurs, moi j'ai voulu, je m'appuie beaucoup sur ce slogan de la revanche du sol sur le sous-sol, parce que j'étais un petit peu effrité par ces malheurs que nous n'arrivons toujours pas à juguler, et je me suis dit, ben, si on va peut-être dans l'agriculture, on développe l'agriculture, on a beaucoup d'atouts dans ce domaine, nous allons peut-être réussir à avoir les moyens de nous protéger par rapport à nos richesses minières. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans développer l'agriculture, mais nous allons aussi développer l'industrie pour que nos produits ne soient pas directement évacués comme ça, mais puissent être transformés sur place, créer de la richesse aussi et de l'emploi, et puissent contribuer à la lutte que nous menons actuellement contre l'insécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'enfants, comme vous savez, qui meurent encore de malnutrition. Beaucoup de nos populations qui sont en sous-alimentation. Alors que nous avons près de 120 millions d'hectares de terres arables. Et nous vivons d'importation comme si chez nous c'était impossible de produire tout ce que nous avons. Et c'est ça, cette tendance que nous voulons inverser. Et que nous allons réussir à inverser. Parce que le programme est ambitieux et les engins sont commandés. Vous allez voir que ça va, quand ça va commencer à arriver, ça va et je pense que c'est au cours de la session parlementaire en cours, qui vient de commencer là, depuis le 15 septembre, que l'on va revoir cette loi agricole qui empêche quand même que des investisseurs étrangers puissent venir à nos côtés parce qu'elle les contraint d'être minoritaires, même s'ils apportent
leurs investissements, ils restent minoritaires par rapport aux Congolais dans une joint venture. Et ça, je trouve que ce n'est pas très incitatif pour les investisseurs. Donc, ça va être revu, je pense, si tout va bien, au cours de cette session qui est budgétaire essentiellement, mais qui pourrait s'y pencher. Donc, et là, nous allons avoir maintenant une possibilité de mobiliser plusieurs ressources là, dans ce domaine. Et donc, je vous disais que pour tout ça, il faut donc pouvoir protéger notre pays. Et c'est pour ça que depuis que nous avons commencé aussi un programme pour monter nos forces de défense et de sécurité en puissance. Nous sommes aujourd'hui à même, en tout cas, de bloquer ce que vous avez vu là-bas. Donc, ceux qui ont pensé qu'ils allaient prendre le Goma comme ils l'ont fait à l'époque. Aujourd'hui, sont en train de revoir leur capture. Et ils sont très au fait parce que vous savez, ils nous ont tellement infiltrés pendant toutes ces années qu'il y a de nos compatriotes qui jouent encore à ce jeu. Il y en a qui ont réussi à neutraliser, d'autres passent encore à travers les mailles du filet, mais plus pour longtemps. Mais ils renseignent nos adversaires de ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'armée. Et comme ils ont pris peur, ils ont commencé à devenir paranoïaques et penser que nous avons un programme pour les attaquer. Et pourtant, vous le savez, moi, depuis que je suis là, j'ai toujours promu la bonne entente, la bonne coopération avec tous nos voisins, mais même au-delà de nos voisins. La guerre, ça m'intéresse très peu, parce que la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle termine. Et moi, je n'en veux pas, parce que mon pays a tellement de besoins, tellement de difficultés que nous avons d'abord le devoir de mobiliser tout ce que nous avons comme ressources pour le mettre justement dans ces besoins de nos populations, de notre pays. Mais c'est vrai, ça n'exclut pas le fait de mobiliser des ressources pour se défendre et d'en mobiliser aussi pour faire la guerre, parce que si on continue à nous déranger, il faut qu'on fasse la guerre pour avoir la guerre. Je tiens à remercier vraiment, principalement, les États-Unis d'Amérique, parce que leur implication a permis d'éviter, je veux dire, l'embrasement de la région. L'embrasement surtout de la situation actuelle. Ils ont mis beaucoup de pression et aujourd'hui, Dieu merci, ils commencent même à prendre des sanctions, comme nous le demandions, contre cet agresseur injuste et barbare, pilleur de nos ressources et qui les pille en nous laissant des malheurs par la violence et la destruction de tout ce que nous avons et de nos populations aussi. Donc je suis vraiment heureux de vous dire que les États-Unis sont en pointe pour nous éviter cela. Vous devez le savoir, aujourd'hui, nous avons une armée qui est encore en réforme, en changement. Mais nous avons, les jeunes ont répondu nombreux.